Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! S'entraîner pendant la grossesse est-il dangereux? Connaître les impacts de l'activité physique sur le bébé. Virginie Pouzet a commencé son parcours avec un master en STAPS. Très vite, Virginie réalise qu'elle ne possède pas les outils nécessaires pour corriger les déséquilibres posturaux de ses clients. Elle décide alors de se former en posturologie et neurologie fonctionnelle. Grâce à ses connaissances, Virginie transforme son approche du coaching personnalisé et permet aux personnes de mieux comprendre et corriger leurs mouvements, améliorant ainsi leur performance globale. En période de grossesse, l'écoute du corps est essentielle. Il faut adapter son entraînement en fonction des changements corporels pour éviter les blessures et assurer une reprise postpartum efficace. Est-ce qu'il y a des risques de fausse couche en faisant du sport pendant la grossesse? Quelle phase d'entraînement adopter pendant la grossesse? Comment reprendre l'entraînement postpartum? Virginie casse tous les mythes de l'entraînement durant la grossesse dans ce dernier épisode de Nuts Talk. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Est-ce que tu pourrais te présenter et nous partager un petit peu ton parcours académique? OK, bonjour Mehdi, bonjour tout le monde. Je suis Virginie Pouzet. Pour mon parcours académique, j'ai fait un master STAPS en préparation physique et réathlétisation que j'ai eu à Montpellier et par la suite, j'ai travaillé dans le CrossFit. Donc j'ai coaché dans plusieurs salles de CrossFit. Très rapidement, je ne m'y retrouvais plus dans ce coaching en groupe, donc j'ai arrêté et je me suis spécialisée dans le perso. Je fais que du coaching personnalisé. J'ai eu la chance d'avoir, mon studio de coaching à la maison que j'ai développé. Donc voilà, je faisais vraiment que du coaching perso et pareil, très rapidement, je me suis retrouvée à un mur. Ça il y a quelque chose qui ne me convenait plus dans ma façon de coacher, d'entraîner. Voilà, il me manquait un truc parce que je voyais, par exemple, sur mes coachings qu'il y avait des déséquilibres posturaux, un squat qui était de travers et j'avais pas les outils pour le corriger. Donc je me suis orientée et je me suis formée à tout ce qui est posturologie et neurologie fonctionnelle et là, ça m'a ouvert tout un univers, sur, heu, d'avoir une vision holistique de la personne, du corps humain, du mouvement, donc vraiment dans sa globalité et ne plus voir finalement ce qui est visible, mais aller aussi du côté de l'invisible. Qu'est-ce qui se passe au niveau des capteurs sensoriels? Si la personne me dit qu'elle a mal au genou, je vais pas regarder le genou, je vais voir aussi comment sont ses pieds et cetera, comment est sa mécanique respiratoire. Donc vraiment, ça m'a donné les outils qui me manquaient pour, cette prise en charge globale et avec toutes ces formations-là, Heu, j'en ai accumulé pas mal et je me suis dit: «Mince, OK, c'est bien beau, je me suis formée, j'ai répondu à un peu à mes questions, mais il y a un truc qui me manque, j'arrive pas à trouver le lien de tout ça, quelque chose qui» je trouvais pas, je cogitais, ça m'énervait et puis un jour, j'ai fait une insomnie. Moi, je cogite énormément la nuit. J'ai fait une insomnie, puis je me suis dit: «Mais en fait, c'est tout bête, j'ai j'ai eu des grossesses, j'ai galéré, j'ai repris l'entraînement, j'ai fait des conneries et si moi-même en tant que coach, j'ai pas trouvé forcément toutes les réponses dont j'avais besoin», je me suis dit: celles qui ne sont pas coach ou pas dans ce milieu-là, ce sera très compliqué pour elles» et avec toutes les informations et les compétences que j'ai pu emmagasiner, finalement, j'ai quelque chose à apporter dans l'entraînement sportif pré et postpartum. Donc finalement, ça a été un cheminement qui s'est fait sur plusieurs années jusqu'au jour où je fasse cette fameuse insomnie et que le déclic se fasse et du coup depuis, je me dis: «OK, c'est à fond, j'y vais à fond» et je suis 100 là-dedans. Tu as dit que tu t'y retrouvais plus.
quand tu as commencé du coup le CrossFit et au fur et à mesure tu t'y retrouvais plus. Qu'est-ce qui a fait que tu t'y retrouvais plus? Et ça a été quoi le déclencheur? Est-ce que c'était une lassitude ou c'était quoi Non, exactement? alors c'est pas une lassitude, c'est, un manque de moyens. Par exemple, dans le CrossFit, quand je faisais des cours, on était entre 8 et 12 personnes. Eh bien, je voyais que certaines personnes n'avaient pas les prérequis pour faire certains mouvements, notamment des mouvements de gym, donc de bras au-dessus de la tête. Il y avait des restrictions, mais il y avait tellement d'écart de niveau au sein du groupe, des débutants, des confirmés, des compétiteurs, tout comme même des confirmés, mais qui ont des problématiques, qui ont des blessures, des pathologies, des déséquilibres posturaux, et cetera. Donc je voyais ce genre de problème et en fait, dans ce style de cours, on ne peut pas individualiser. Donc c'était assez compliqué et du coup, j'ai essayé au maximum de faire un peu, voire même beaucoup pour chacun, mais voilà, ça restait compliqué. Du coup, ça ne me convenait pas. C'est pour ça que je m'y retrouvais plus parce que je voyais tellement ces différences-là et je voulais tellement apporter un maximum à chacun que que c'était dur pour moi de bien coacher parce que je voulais vraiment trop en faire et c'est épuisant au bout d'un moment, voilà et quand on ne voit que ça, c'est voilà, c'est pas évident et c'était frustrant. C'est et voilà, c'est ça le mot, c'était une frustration. D'où le fait que je me sois orientée sur le coaching, vraiment personnalisé, donc en one one et donc là, ben, voilà, j'ai pu, vraiment, spécifier, individualiser, contextualiser les besoins, reprendre sur les bases, les prérequis et cetera et Et du derrière coup, comme ouais? d'où elles viennent ces restrictions aux personnes, le fait de ne pas arriver à lever le bras ou de ne pas descendre, pour faire un squat? Est-ce que tu pourrais dire ou tu as réussi à analyser ça sur plusieurs personnes et à trouver, un point commun ou plusieurs points communs ou pas du tout, c'est vraiment varié? Beh, alors ça peut être, mmh, la conséquence de pathologie. Derrière, il y a une perte de mobilité ou une perte de force et ça n'a pas été, suffisamment travaillé, ça n'a pas été réathlétisé ou tout simplement, beh, justement, ça vient de problématiques posturales, de déséquilibres posturaux et du coup, le corps compense et il faut savoir que le cerveau, c'est notre gouverneur central. C'est lui qui dicte notre motricité, c'est lui qui dicte notre posture. Donc si à un moment donné, il se sent en insécurité puisque lui, il est codé pour la survie, donc il va tout faire pour se mettre en sécurité, ce cerveau, notre cerveau. Eh bien, si à un moment donné, il estime que nous sommes en insécurité, eh bien, il va créer des verrous. Donc, ça peut être des verrous articulaires, musculaires, des restrictions, etc. Euh, et ça peut être une très bonne explication de la majeure partie des problématiques, on va dire, de mobilité notamment. Donc, souvent, il y a des personnes, voilà, si elles ont une raideur, c'est qu'il y a bien une explication derrière. Et généralement, le problème, il n'est pas localisé là où il y a la raideur, mais il est plutôt à distance. Et ce qu'on retrouve surtout, c'est des mauvais schémas respiratoires. Et ça crée énormément de troubles posturaux et derrière des compensations, des restrictions, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'enfant, la personne, ça m'étonnerait qu'elle n'était pas capable de lever les bras plus haut que ça. Je pense que tout bébé naît avec la capacité de bien lever les bras, les jambes, hormis évidemment handicap ou problème particulier. Mais si on était capable de le faire enfant, comment se fait-il, et moi c'est la question que je me pose tout le temps, comment se fait-il que l'on perde cet acquis par la suite? Et donc là, c'est le développement moteur de l'enfant qui rentre en jeu, c'est nos expériences personnelles en termes de motricité, de rapport avec l'environnement, de stimulation sensorielle, voilà, tout ça qui rentre en jeu. Quelles sont les informations que l'on a apportées à notre cerveau? Est-ce qu'elles sont de bonne qualité ou pas, en quantité suffisante ou pas? C'est vrai, tu as raison, la respiration, c'est vraiment extrêmement important et aujourd'hui, on respire plus avec, la cage thoracique plutôt qu'avec, le ventre. On a d'ailleurs, Ouais. j'ai d'ailleurs enregistré un épisode avec, Aurélie Durand sur, toute la thématique du stress et de la respiration. Chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, c'est, l'épisode 10, du podcast donc, vous pouvez aller, le voir, il est vraiment très, très intéressant et Aurélie vous montre comment vraiment mieux respirer pour vraiment diminuer toutes ces tensions et ce stress, qu'on peut avoir, au quotidien. Hem, du coup, Virginie, toi maintenant tu t'es spécialisée autour de la grossesse et du postpartum. Pourquoi tu es partie là-dessus? Eh bien, je suis partie là-dessus. En fait, ça me paraissait une évidence, beh, comme j'expliquais le jour où j'ai eu mon déclic, après avoir bien, gambergé pendant X temps. En fait, donc moi, j'ai eu 3 grossesses et je suis coach, donc je suis bien placée pour me connaître et savoir un peu quoi faire. Mais encore, à l'époque,
et maintenant avec le recul, je sais que j'aurais pu faire tellement mieux si j'avais les compétences que j'ai maintenant. Mais sur le moment, voilà, j'arrivais à faire un peu, ma petite tambouille comme j'aime bien dire et je m'en sortais très bien. Mais quand même, je savais que je pouvais faire tellement mieux et surtout, en soi, je me suis toujours très bien entraînée pendant mes grossesses, je me suis écoutée, j'ai pu faire des sauts à la corde, j'ai jamais eu de problématique périnéale ou autre. Peut-être je fais partie des chanceuses ou à l'inverse, celles qui se sont bien préparées à ça. Derrière le postpartum, pareil, j'ai très bien repris aussi, mais j'ai mis du temps avant de retrouver un bon niveau ou un beau physique et si j'avais eu les outils que j'ai maintenant, je pense que j'aurais pu reprendre plus rapidement, mais j'avais quand même cette frustration de me dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce qui est le mieux adapté?» Je me posais quand même beaucoup de questions et donc après avoir discuté aussi, et échangé avec, pas mal de copines du CrossFit qui sont tombées enceintes, qui ont elles aussi galéré ou derrière il y a des problématiques qui se sont instaurées, elles ont eu du mal à s'en sortir. Voilà, moi du coup, je me suis dit: «Mais en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment pas grand-chose là-dessus». On a l'impression de marcher un peu sur des œufs en permanence parce que c'est un sujet qui est très tabou, qui est assez compliqué. Il y a énormément de préjugés autour du sujet, entraînement grossesse postpartum chez la sportive parce c'est bien beau de conseiller de faire du yoga, du pilates, de la marche à pied, mais quand on a un certain niveau d'entraînement et une certaine habitude d'entraînement et qu'on est sportif et qu'on aime bouger, moi personnellement, si on me restreint à ce type d'activité, c'est pire que tout. C'est comme dire à un fumeur d'arrêter de fumer, il pète un plomb. Ben moi, c'est pareil, c'est un peu ma drogue, c'est ma vie. Donc, moi, je sais que ça ne pouvait pas du tout matcher avec ce type de discipline-là. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée là. Enfin, j'ai continué à faire ce que j'aimais, bien sûr, mais voilà, ça reste compliqué parce qu'il y a tellement de préjugés dessus et tellement peu d'informations finalement que, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. On va parler un peu de tous ces préjugés là juste après. J'ai téléchargé ton e-book là que tu proposes, gratuitement sur ton site internet qui est très Oui, intéressant et dedans tu expliques, que quand tu es tombée enceinte, tu t'es sentie démunie. Est-ce que tu peux un peu nous raconter du coup pour quelles raisons? Est-ce que les personnes t'ont accablé ou est-ce que tu peux nous raconter vraiment ce que tu as ressenti? Est-ce que les femmes, enceintes aujourd'hui, ben, peuvent ou ressentent, actuellement? ouais, démunie dans le sens où, mais comme je disais, j'ai aussi frustrée parce que je me dis: «Mince, je suis coach et je ne sais pas trop comment m'y prendre» parce qu'il y a pas d'informations, mais même j'ai beau avoir fait 5 années d'études, ben, je l'ai pas appris dans mes études. Donc j'ai dû apprendre sur le tard et moi-même aller piocher les informations, voilà. Mais donc voilà, pour ça, je me suis sentie démunie parce que avec ma casquette de coach, de ne pas savoir moi-même me prendre en charge et bien, c'était frustrant et de ne pas trouver les informations qui m'allaient, c'était frustrant. Démunie aussi dans le sens où, quand on te voit enceinte, soulever des barres, faire des sauts à la corde, marcher sur les mains, tous les regards te tombent dessus, les regards noirs: «Attends, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, c'est dangereux, mais tu as pas peur de faire mal à ton enfant?» On entend énormément de choses comme ça. Il y a même une femme que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui, sur une photo, c'est l'exemple que je sors tout le temps tellement ça m'a marquée. Sur une photo juste de moi à la salle de sport enceinte, de profil, donc même pas sur un mouvement, juste de profil. Et c'était un ami à moi qui l'avait partagé. Et elle a répondu, elle a commenté en disant que c'était très grave de faire du sport enceinte, que je mettais en péril la santé de mon enfant. Je me rappelle très bien, c'était à ma deuxième grossesse. Et malheureusement, ma deuxième grossesse s'est très mal finie. J'ai perdu mon bébé. Rien à voir avec le sport, il avait une maladie génétique rare qu'on a su très tard. Mais en fait, cette personne avait eu des propos très violents et derrière, avec ce qui s'est produit, je trouve que ces propos ont été vraiment encore plus mal placés au vu de ce que j'ai vécu. En fait, les gens, ils se rendent pas compte, ils savent pas nos expériences, ils savent pas nos parcours de vie et ils tiennent des propos qui sont vraiment très graves.
Et et même moi, des copines, hein, on leur a dit: «Mais tu vas tuer ton enfant, tu as pas peur de faire une fausse couche?» Mais vous vous rendez pas compte de l'impact de ces mots, de la violence de ces mots quand nous sommes enceintes, alors que déjà c'est un chamboulement qui est énorme, surtout lors d'une première grossesse. Et la violence de ces propos-là, c'est pas forcément de la malveillance, c'est de l'inconscience, c'est de l'inconscience pure. Sauf que justement ces mots-là, pour la femme enceinte qui, en plus, souhaite se faire du bien à elle en faisant du sport, beh, c'est mauvais, ça a un impact sur nous, c'est difficile et surtout que c'est des conneries, en fait. C'est tellement infondé et la plupart des personnes qui se permettent je suis désolée si j'en choque plus d'un, mais c'est que ça m'énerve, en fait. Et la plupart des personnes qui se permettent d'avoir un avis sur ça, n'y connaissent absolument rien. Elles n'ont aucune donnée scientifique. Elles ne savent même pas où sont les avancées sur le sujet. Elles n'ont aucune inf rien. Elles n'ont pas Ouais, d'informations. finalement, c'est de la méconnaissance, C'est de la les gens, en fait, ils ont méconnaissance pure. peur pour c'est eux-mêmes, c'est leur propre peur qui finalement, ils reflètent, sur les autres, quoi. Voilà. Mais d'un côté, on ne peut pas leur en vouloir. En fait, ça fait tellement partie de notre culture occidentale. C'est c'est intégré en nous, dans le sens en fait, c'est ce qu'on appelle le dilemme obstétrical et ça, ça date depuis toujours, depuis des millénaires. D'ailleurs, même des grands philosophes grecs, disaient que la femme était un mal imparfait et en fait, ça reste des jugements qui perdurent dans notre société, malgré les évolutions scientifiques qui vont à l'encontre de ces dogmes. En fait, on appelle ça des dogmes, c'est totalement infondé et ce dilemme obstétrical nous dit que en soi, la femme est faite pour, porter la vie et la donner, mais c'est son rôle, mais physiquement, elle n'est pas faite pour. Le bassin n'est pas fait pour, c'est dangereux. C'est ça le dilemme obstétrical. On est fait pour, mais on est mal faite pour. Et du coup, on reste encore dans cette bulle de croyance-là qui est énorme, qui est finalement intégrée dans la conscience collective. Et c'est grave, parce qu'on véhicule des informations qui sont totalement infondées et ce qui empêche, aux femmes enceintes sportives d'évoluer parce qu'elles ont énormément de peur, énormément d'angoisse. Je reçois tous les jours des messages de femmes enceintes qui sont inquiètes ou qui culpabilisent de s'entraîner enceinte parce qu'elles entendent tellement de choses négatives sur ça et elles se sentent mal. Donc tous les jours et ben voilà, je leur dis que non, il y a pas de problème, tu peux bouger. S'il y a pas de contre-indication particulière, évidemment que tu peux y aller, heu et la meilleure réplique que je peux dire que je pourrais apporter, c'est de dire: «Si finalement nous étions si fragiles que ça, eh bien l'espèce humaine, elle se serait éteinte depuis tellement longtemps». Enfin, la femme enceinte, quand elle était australopithèque, elle se posait pas la question, «Enceinte, attends, il y a telle bête qui cherche à me manger, peut-être que je vais, pas trop courir au risque de faire une fausse couche». Enfin non, ça ne se passe évidemment pas comme ça et c'est vraiment purement dans notre croyance, enfin dans notre système actuel, c'est très occidental, hein, parce que dans d'autres pays, évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc non, faut arrêter d'affaiblir la femme enceinte. Nous ne sommes pas des personnes faibles, donc non. Et enceinte, justement, on développe encore plus de force. Et c'est pas parce que je vais sauter à la corde que mon embryon va se décrocher. Il n'est pas du tout accroché comme ça aux parois de l'utérus et à tout moment il lâche parce qu'il n'a pas assez de grippe, pauvre enfant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Évidemment que non. Mais Donc finalement, faut comment tu as arrêter fait de. toi pour passer au-delà de ces mythes un peu? Est-ce que, tu as forcément eu peur? Parce que vu qu'il y avait très peu d'informations dessus, tu t'es dit quoi: «Je vais tester et on verra bien» ou non? Est-ce que vraiment tu avais des renseignements, sur le sujet? Alors, j'ai pas eu peur. En fait, j'ai eu confiance en moi et j'ai eu de la chance aussi. Je suis tombée sur un gynéco qui était sportif et lui, voilà, je lui disais j'étais enceinte, je faisais des compétitions, j'étais à 2-3 mois et quand je lui ai dit que j'arrêtais la compétition parce que je me sentais plus à l'aise, en fait, c'était pas le ventre qui me gênait, c'était parce que j'étais contre-productive. En fait, j'arrivais pas à performer, donc ça m'énerve j'avais pas envie d'aller en compète pour pas performer et puis il me disait je me rappelle, il m'a fait rigoler, j'étais à 3 mois, je dis: «Bon, la prochaine compète, elle est dans une dizaine de jours, je me suis désinscrite». Il me dit: «Bah, pourquoi?» Et non, mais génial. Mais lui, il était vachement avec moi, il est sportif, il avait les bonnes informations, pour lui, c'était OK, donc j'avais aussi son aval, j'avais confiance en lui, donc voilà, pas de
je pouvais pas avoir de crainte puisque lui-même, représentant de l'autorité scientifique, on va dire, était dans mon sens et ça, c'est vrai, c'est important parce que les représentants de l'autorité scientifique, on va dire que ce soit médecin, gynéco, sage-femme, s'ils ont un message qui vont à l'encontre de ce que nous on pense, c'est compliqué et c'est pour ça que si, hem par rapport à ça, on n'est pas suffisamment informé. Je suis enceinte, j'ai envie de m'entraîner, mais d'un côté, l'autorité scientifique me dit: «Non, surtout pas», ben, je vais aller du sens de l'autorité scientifique parce que je me dis: «C'est quand même elle qui a le savoir». Mais je suis désolée, c'est pas toujours vrai. Parfois, ces personnes-là n'ont pas du tout le savoir. Elles ont appris des choses dans la théorie, mais la pratique, la réalité est pas tout à fait, ce que l'on pense et surtout que là, en soi, il s'agit d'un sujet qui est quand même délicat à étudier, c'est-à-dire qu'on va pas faire des études sur des femmes enceintes et les mettre en danger justement au risque qu'elles perdent leur bébé. On va pas leur dire: «Bah, écoutez, je prends un groupe de 100 femmes, je vais leur faire monter l'Everest et on va voir combien vont survivre». Ben non, évidemment, c'est donc c'est pour ça que le sujet de la femme enceinte au niveau des études, c'est quand même assez pauvre. Il y a pas grand-chose ou alors quand il y a des études, ça reste sur des vraiment sur des activités physiques, assez minimalistes, marcher, faire du pilates, du yoga, enfin voilà, on va pas, vraiment, pousser plus loin, ce que je comprends en soi parce qu'on part un peu à l'aveuglette, c'est risqué, on ne sait pas. Donc comme d'un point de vue scientifique, on n'a pas toutes les infos, ça reste très délicat encore comme sujet. Eh ben, écoute, on va rentrer directement là, dans le sujet, les différents mythes et malentendus là peut y avoir, durant l'entraînement. Donc tu as déjà commencé à parler de s'entraîner pendant la grossesse, c'est dangereux. Alors du coup, tu as dit que c'est pas du tout dangereux, mais, à quel niveau on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des risques de fausse couche ou pas? Dis-nous. Alors, bouger enceinte, s'entraîner enceinte, c'est absolument pas dangereux. Encore une fois, il faut le faire avec bon sens et moi je parle toujours de la balance entre faisabilité et hem et pertinence. Par exemple, je suis capable, ça reste mon point de vue, je ne veux pas absolument pas imposer mon point de vue à qui que ce soit. Nous sommes là pour échanger, qu'on soit d'accord avant qu'on me jette la pierre. Je prends l'exemple de l'haltéro, des épaulés. Évidemment, à 8 mois de grossesse, j'ai quand même un gros ventre. Est-ce que je peux épauler la barre? Faisabilité, oui, en soi. Pertinence, personnellement, je ne pense pas que ce soit pertinent puisque je vais devoir modifier ma technique, ma trajectoire de barre parce que je vais devoir éviter le ventre. Donc oui, je peux soulever la barre, c'est pas gênant. J'ai le muscle, j'ai la force pour. Si mon périnée, mon plancher pelvien, tout tient, il n'y a pas de problème, je peux soulever ma charge. Mais bon, c'est juste en termes de technique, je vais m'habituer à un mauvais schéma de mouvement. Derrière, il va falloir retravailler bien la technique pour récupérer ça. Il y a des adaptations qui sont plus intéressantes. Voilà. Mais en fait, c'est ça, faisabilité oui, pertinence oui ou non, voilà. Mais, en soi, oui, on peut bouger, on peut courir, on peut sauter, mais il faut savoir s'écouter. Par exemple, les entraînements de ma première grossesse n'ont pas du tout été les mêmes que ma deuxième grossesse, ni que ma troisième grossesse, parce que je me suis écoutée. Ma première grossesse, c'était la première. J'y suis allée à fond, je me suis régalée, j'ai fait de la gym, j'ai fait des conneries. C'est ça qui est bien, c'est que moi, j'ai fait toutes les conneries avant tout le monde, je pense. Et j'ai tout essayé, mais tout en m'écoutant quand même avec du bon sens, de la réflexion. Après ma seconde grossesse, par exemple, la gym, je me suis dit: «Non, je le sens pas du tout, j'arrête de suite». Les box jumps, pareil, je le sens pas, j'arrête. Mais les DU, je le sentais bien, je le faisais. Alors qu'à ma première grossesse, j'ai fait du box jump jusqu'à 5 mois de grossesse sans problème. J'ai juste arrêté, c'est pas parce que ça me gênait, c'est parce que pour la même force de saut, ben je sautais moins haut. Évidemment, j'étais plus lourde, c'est la gravité qui m'a rappelé à l'ordre. Donc le risque, c'était que je me prenne les pieds dans la boxe et que je tombe. Donc pour ça, je me suis dit: «Bon, je vais arrêter». J'aurais très bien pu, baisser la boxe. Bah, à l'époque, j'y ai pas pensé, c'était RX ou rien d'autre. Il y avait pas de niveau escalier. Donc non, par contre, voilà, chaque femme est différente, chaque grossesse est différente, chaque expérience est différente et il faut faire en fonction de chacun, de chaque capacité, de chaque niveau de performance, de chaque envie aussi. Peut-être, il y a des femmes, elles ont pas envie de faire certains mouvements, même si elles le peuvent, ben, il y a pas de problème, hein, tu fais ce que tu as envie. Alors que d'autres, elles auront envie de faire ces mouvements-là, ben, elles le font si elles le veulent, si elles ont la capacité de le faire. Donc il y a pas de règle. On peut pas donner une règle par rapport à ça. C'est vraiment en fonction de chaque femme. Mais quand tu dis s'écouter, comment on fait pour bien s'écouter? Parce que là, tu dis, on n'a pas envie, mais
Alors, quand on est dans le sport et peut-être encore plus dans la performance, peut-être dans le CrossFit, il y a aussi ce challenge. Tu dis s'écouter: «Ah, j'ai pas envie de faire le saut», mais peut-être que tu peux le faire et qu'il faut le faire pour éviter de trop perdre, par rapport à ses performances. Alors, s'écouter, c'est dans le sens, écouter les signaux que vont te transmettre, ton corps. Encore une fois, le cerveau, il est très malin. Jamais il va nous amener à un état d'insécurité, à un état de danger. Donc, bien avant que le danger arrive, on aura des signaux qui vont se mettre en place. Tout comme, enfin, comme par exemple, ressentir peut-être des petites contractions dans le bas du ventre. Bon, bah, c'est peut-être qu'on a poussé un peu trop fort. Voilà, ça, c'est des choses il faut s'écouter. Qu'est-ce que mon corps me dit? Quelles sensations j'ai qui ne sont pas habituelles? Voilà. Après, dans tous les cas, encore une fois, moi, je parle beaucoup du cerveau, mais il ne faut pas oublier que c'est le cerveau qui régit, ce que nous sommes. Le cerveau, je le redis, il est codé pour la survie et jamais, en aucun cas, il nous mettrait en insécurité. Donc, j'aime bien prendre la métaphore de la jauge de performance. Hors grossesse, j'ai une certaine jauge de une certaine oh, j'arrive plus à parler, je une certaine jauge de performance avec la fin de ma jauge, c'est de la réserve. On n'est jamais à 100 de nos capacités car c'est l'insécurité. Donc on a toujours une réserve. D'ailleurs, le but de l'entraînement, c'est d'aller gratter dans cette réserve pour progresser. Et si on veut gratter encore plus dans cette réserve, c'est ce qu'on appelle le dopage en soi. Mais je ne parle pas du dopage pendant la grossesse évidemment, mais donc on a cette part de réserve et pendant la grossesse, cette réserve, elle va encore augmenter. Donc notre jauge de performance va se voir naturellement, diminuer. J'ai accès à moins de contenu, on va dire, puisque mon cerveau régule ce niveau de réserve, de sécurité naturellement que je ne peux pas aller chercher. Donc moi, quand je m'entraînais enceinte, admettons, j'avais l'impression d'être à 100 alors qu'en fait, je n'étais qu'à 70 de mes capacités. Voilà et en fait, naturellement, ces adaptations, elles se font toutes seules. Donc j'aurais beau vouloir m'y filer à fond, je serais quand même en dessous de ce que je suis capable de faire, heu, en tant que femme enceinte, tout comme largement en dessous de ce que j'étais capable de faire hors grossesse. Donc voilà, cette jauge de performance, j'aime bien cette image parce qu'elle est assez parlante. C'est ce que j'utilise d'ailleurs dans mes formations, ça parle assez bien comme image. Donc voilà, il faut savoir que l'effort se régule quand même naturellement et jusqu'à preuve du contraire, sauf, cas, particulier, mais dans la généralité, l'homme n'est pas fait pour faire un effort jusqu'à la mort. Nous ne sommes pas comme les chevaux, voilà, on ne peut pas courir jusqu'à la mort. Naturellement, on va s'arrêter et stopper l'effort quand on commence à atteindre la zone rouge. Bon, ben voilà, c'est le gouverneur central, c'est le big boss, il nous dit: «Stop, arrêt des jeux, repose-toi». Et Et est-ce donc qu'on c'est peut ces signaux-là qu'il faut progresser? écouter. Est-ce qu'on peut progresser quand on est enceinte ou alors seulement maintenir son niveau pour, une fois la grossesse terminée, ensuite, repartir sur, un cycle de performance? Alors, pour moi, la grossesse, c'est pas une période dans laquelle tu peux chercher à performer, puisque tu dois déjà performer en gros pour ton bébé et son bon développement. C'est pas la période propice à la performance, parce que la performance, c'est quand même une régularité d'entraînement, c'est respecter des pourcentages bien spécifiques, chose qu'on ne peut maintenir enceinte. Donc ce n'est pas possible. Par contre, on peut essayer de maintenir, au maximum, mais à l'inverse, on peut peut-être s'améliorer sur d'autres paramètres comme, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, en soi pendant on va dire en période, hors grossesse. Voilà. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, travailler vraiment sur du gainage spécifique, du travail postural. Voilà, peut-être on peut gagner sur ces points-là, mais en termes de performance générale, voilà, la grossesse n'est pas la meilleure période pour, heu développer sa force max, prendre en masse musculaire, gagner, au niveau cardiovasculaire. Donc voilà, cette période n'est pas propice pour. Voilà, on peut chercher à maintenir, mais pas à développer en On soi. n'ira pas aux JO alors, quand on On est n'ira enceinte. pas, voilà. Certaines femmes l'ont prouvé, hein, l'ont faite enceinte, attention. Et elles l'ont faite enceinte, c'est des sacrés athlètes. Mais je veux dire, c'est pas à 8 mois de grossesse qu'on va chercher à faire des PR, quoi. Là, je pense que c'est du bon sens quand même de pas se tester sur des 1 RM en back squat alors que j'ai plus du tout les mêmes, repères, internes, j'ai plus la même proprioception et mon équilibre est totalement différent. En soi, peut-être que je pourrais la soulever la barre, mais si je commence à me déséquilibrer, basculer en avant,
Voilà, pour rattraper la barre enceinte, ça risque d'être compliqué, voilà. Ouais, bien sûr. Et est-ce que, Faisabilité, pertinence. on doit attendre, au moins les 3 premiers mois, enfin que les 3 premiers mois soient passés parce que c'est un peu les plus, bah, critiques, on va dire? Ou alors, non, on peut quand même s'entraîner, tout le temps? Les 3 premiers mois postpartum, Ouais, tu veux dire? Voilà. Non, bien sûr et surtout lorsqu'il s'agit d'une femme sportive, évidemment qu'il faut prendre bien avant parce que, lorsque l'on a accouché, c'est un peu comme si c'est un traumatisme physique en soi. Il y a quand même un petit être vivant qui sort de notre corps. J'ai une amie kiné qui avait la très bonne image en parlant d'une entorse du bassin. Voilà, c'est exactement ça et derrière, on part sur une période que j'aime bien parler de réathlétisation pour la femme sportive. Mais si on attend 3 mois avant de rebouger et beh, potentiellement, il va s'instaurer des problématiques, des déséquilibres posturaux. Le plancher pelvien va peut-être, être moins performant. Voilà, non, quand on est sportive, je pense même pour quelqu'un de non sportive, c'est des choses que l'on doit travailler tôt dans la reprise postpartum, mais de façon cohérente, de façon intelligente, de façon pertinente, adaptée à soi et nous, nos objectifs, de mouvement. Si c'est, faire du yoga ou juste la vie quotidienne ou alors, performer au crossfit ou une autre discipline sportive, peu importe. Voilà, il doit y avoir de la corrélation entre notre reprise et nos objectifs à court et long terme. Mais, quand je dis reprendre tôt, je ne parle pas évidemment de faire déjà des mouvements complexes, évidemment. Hem, Quand je dis reprendre tôt, je peux très bien reprendre avec des exercices de respiration, dès, le lendemain de mon accouchement. Il y a pas de problème de faire des exercices de respiration. Ça va être intéressant de redonner du mouvement au diaphragme. Ça va donner provoquer un massage viscéral. C'est bon pour, redonner la taille initiale à notre utérus qui va devoir se contracter pour se contracter pour mieux se rétracter. Donc là, il y a des intérêts à faire ça, reconnecter le cerveau aux muscles par, dans un premier temps, des exercices de respiration qui vont solliciter la sangle abdominale, le diaphragme, le plancher pelvien. Donc, c'est des petits exercices qui, en soi, ont des répercussions énormes dans la reprise postpartum. Et ça, je peux le faire très tôt. Chose que l'on ne nous dit pas forcément. Et pourtant, ça a des bénéfices énormes. Donc, moi, évidemment, je ne vais pas conseiller d'attendre 3 mois avant de s'entraîner. Il faut reprendre avant. Mais par contre, euh, faites-vous accompagner comme il faut et faites-le avec bonne intelligence. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Il ne faut pas oublier qu'il a vécu quand même un traumatisme. Il peut y avoir eu épisiotomie, déchirure ou césarienne ou pas. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, évidemment. pendant la grossesse, est-ce que tu peux nous donner, alors je ne sais pas si c'est possible, mais des exemples d'adaptation suivant les exercices? On va dire, on va prendre un peu les exercices, prioritaires qu'on fait un peu en CrossFit ou les plus connus. Est-ce que tu peux donner un peu des adaptations ou vraiment pas du tout, c'est vraiment suivant la personne, comment elle bouge et et Si, si, il y a quand même. Après, évidemment, il y a rien de mieux que l'individualité, d'individualiser la prise en charge. Mais évidemment qu'il y a quand même des choses que l'on peut prendre en compte. Donc, je l'explique d'ailleurs dans le e-book qui est gratuit. Euh, donc, pour moi, le premier trimestre, c'est vraiment, on va dire, la phase de maintien. En soi, il se passe pas grand-chose. Le ventre n'a pas encore, enfin, l'embryon n'est pas suffisamment grand, donc le ventre n'est pas bien développé encore. Donc voilà, on peut bien bouger encore. Par contre, c'est la période où il peut y avoir davantage de fatigue. Ensuite vient le second trimestre, moi que j'appelle la phase d'adaptation, où là, beh, évidemment, physiquement, on le voit que l'on est enceinte, hors déni de grossesse, puisqu'évidemment, un autre mode de portage utéro-fœtal, on va dire. Mais généralement, voilà, on voit qu'à partir du quatrième mois, le ventre commence à se développer. Donc, ça veut dire que déjà, mon équilibre n'est plus le même. Ma proprioception va changer. Donc là, je peux commencer à adapter mon entraînement en prenant en compte ces paramètres-là. Par contre, euh, euh, au niveau on va dire, biomécanique, c'est pas là où il va y avoir le plus de modifications. Ça sera évidemment au dernier trimestre où là, il y aura le plus d'adaptation. Mais au second trimestre, c'est déjà bien de prendre
de prendre un peu les devants, d'anticiper, de se préparer au troisième trimestre et à l'accouchement en ayant les bons gestes par rapport à la respiration, par rapport à un travail de gainage bien fonctionnel, adapté à la femme enceinte, qui va perdurer tout au long du troisième trimestre. Et au troisième trimestre, eh bien, évidemment, là, le soulever des barres lourdes, ça devient de plus en plus compliqué. Certains mouvements, par exemple, le soulevé de terre traditionnel, c'est plus possible puisque le ventre est gêné par les cuisses. Donc, on va proposer des adaptations en termes de mouvement pour pas qu'il y ait de gênance. Certaines personnes, ça va très bien aller, d'autres non, il va falloir adapter. Euh, tout ce qui va être position, gainage, planche, ça va être de plus en plus compliqué puisqu'évidemment, avec euh, le poids du fœtus, enfin oui, le poids du fœtus associé à la gravité, ben, évidemment, ça crée beaucoup plus euh, d'intensité à l'exercice. Donc, le gainage va devoir évoluer, s'adapter. Le proposer en verticalité, c'est intéressant aussi. Mais je ne dis pas qu'à quatre pattes ou en planche, ça ne marche pas. C'est juste qu'il faut prendre conscience que c'est tout à fait normal que ça devienne de plus en plus difficile de plus réussir le gainage coude. Mais il en existe tellement d'autres bien plus intéressants à mettre en place. Le, Moi, ce que je propose aussi à faire beaucoup au dernier trimestre, c'est plutôt que de suivre par exemple, admettons, normalement, la séance, c'était du 6 reps à 80%, ça veut dire qu'on est quand même sur de l'ARM. Eh bien, enceinte, on va peut-être faire du 6 reps à 50%, voire 40%, mais en tempo. Donc, en soi, ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus contrôlé. Mais là, j'ai des retours proprioceptifs, des biofeedbacks qui sont énormes et très intéressants. Donc, pour moi, le tempo, c'est super intéressant à mettre en place euh, pour la période que j'appelle de préparation, la phase 3, le troisième trimestre. Donc, ouais, et toujours prendre en compte ce gainage qui doit évoluer, s'adapter en fonction du développement de la grossesse. Voilà, les mouvements, pareil. La gym, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a plus trop d'intérêt de faire de la gym. Il y a trop d'impact au niveau de la sangle abdominale. On n'est plus capable de gérer cette demande énorme en termes de gainage. Voilà, encore une fois, faisabilité, pertinence, voilà, c'est la balance. Il se peut qu'à 8 mois, je sois capable de faire encore des tractions type CrossFit, donc avec le mouvement de keeping ou de butterfly. Mais en soi, est-ce pertinent parce que la demande en termes de gainage est tellement énorme que ben, je risque d'avoir une mauvaise gestion de mes pressions internes et d'endommager et de fragiliser ma sangle abdominale et notamment au niveau de la ligne blanche. Donc, je ne pense pas que ce soit pertinent, comme que j'expliquais avec les barres en haltérophilie et le ventre qui modifie la trajectoire de barre. Voilà, Donc là, on était sur, les les 3 phases de adaptations. l'entraînement pendant la Oui, grossesse. Donc la phase 1, c'est le maintien, la phase 2, maintien, oui, l'adaptation et phase et 3, 3, préparation, c'est ouais, ça? préparation. Voilà, moi, c'est Donc les 3 phases que je propose, de mettre en avant pour adapter l'entraînement pendant la grossesse. Après, en soi, moi, c'est ce que j'ai toujours fait, mais on peut faire tellement mieux. Il est tout à fait possible de suivre, l'approche classique et de l'adapter à ce que l'on peut faire, mais on peut faire tellement mieux avec des mouvements qui sont beaucoup plus adaptés à la femme enceinte plutôt qu'à chaque fois, bon, ben, il y a encore des pull-ups, eh ben, je vais faire des tirages aux anneaux. Voilà et en même temps, c'est d'un côté, c'est aussi chiant et frustrant de toujours se dire: «OK, il faut que je réfléchisse, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. OK, qu'est-ce que» non, c'est pour ça que c'est aussi important de savoir, être accompagné et de suivre des programmations spécifiques, à la grossesse parce qu'au moins on va travailler vraiment les éléments clés, les éléments, importants à travailler pendant la grossesse et comment, amener l'évolution aussi jusqu'à, l'accouchement parce que le dernier trimestre, moi je l'appelle préparation parce qu'il faut aussi préparer la femme à accoucher. On n'attend pas un accouchement, j'aime bien reprendre cette phrase, c'est Jean-Paul Renner qui le disait, un docteur obstétrical. On n'attend pas l'accouchement, on s'y prépare. Et ça, c'est tout à fait vrai. Il faut s'y préparer. C'est quand même un événement, un moment très intense, que ce soit physiquement comme psychologiquement. Et on doit s'y préparer. C'est comme un marathon, on n'y va pas les mains dans les poches, on fait un programme d'entraînement pour ça. Ben, pour moi, l'accouchement, c'est exactement pareil. On doit absolument s'y préparer pour vivre au mieux cet accouchement et surtout derrière, avoir un retour au postpartum beaucoup plus rapide et surtout efficace et pertinent. effectivement et ton e-book, il l'explique vraiment bien. D'ailleurs, pour ces 3 phases, pour la grossesse où dedans tu donnes également des exemples d'exercices à chaque fois. Ouais, Je mettrai les liens en tout cas dans les notes de l'épisode pour ceux, qui veulent, avoir accès, au e-book.
Et ensuite, du coup, après, on a le postpartum et là, du coup, tu as 4 phases, d'entraînement, c'est Ouais, ça? j'ai Et 4 alors, phases. avant de parler des 4 phases, combien de temps, il faut pour, se remettre d'un accouchement? Alors ça va dépendre encore une fois de chaque femme parce que, encore une fois, il peut pas y avoir de règle. Par exemple, moi, dans mes postpartum, je propose une reprise dès 2 semaines postpartum. Il y a certaines personnes qui ont, envie de reprendre plus tôt, si elles se sentent, c'est OK, mais il y en a d'autres, elles n'ont pas du tout envie parce que, c'est ton premier enfant, admettons, ou alors c'est ton troisième enfant. La surcharge mentale est énorme, la fatigue est énorme, l'enfant ne dort pas forcément comme on le veut. Du coup, nous, physiquement, on récupère pas comme on veut. Ou alors, j'ai envie de bien profiter de ce moment-là et de le consacrer de bien à mon enfant, à cette nouvelle vie et de bien pouponner, materner. J'ai pas la tête à m'entraîner, mais il y a pas de problème, il y a pas de règle par rapport à ça. Par contre, c'est important de donner le message qu'on n'est pas obligé d'attendre 3 mois avant de bouger. On peut le faire bien avant et ensuite, c'est à la femme de faire son choix. C'était ça la question? Je me C'était suis combien de perdue. temps pour se remettre, Ah d'un oui, pour accouchement? se remettre. Donc voilà, encore une fois, voilà, déjà ça dépend de ce facteur-là parce que, on peut pas savoir si l'enfant va bien faire ses nuits ou pas. Voilà, il peut y avoir des problématiques de régurgitation, de ci, de ça, voilà, chez le bébé qu'on ne peut pas prévoir. Donc déjà, il y a ce paramètre-là à prendre en compte. Comment je vais me faire à cette nouvelle vie? Comment va être mon enfant? Il y en a, ils ont des bébés, c'est très facile et c'est fluide. D'autres, c'est un peu plus compliqué, donc évidemment, ça empathie sur la reprise. Donc, moi après, en soi, je considère qu'en 3 mois, quand toutes les conditions sont bonnes, on peut vraiment bien reprendre. C'est pour ça que je propose mes programmations postpartum, mes suivis sur 3 mois. Derrière, voilà, si tout est bien suivi, on peut bien reprendre. Ça veut dire que ça correspond si moi je suis sur une phase de 3 mois, on est à peu près à 3 mois et demi, 4 mois postpartum en soi. Voilà. Mais par contre, il faut vraiment, évidemment, que que la vie soit dans notre sens entre guillemets, on va dire, mais voilà, c'est dans le sens, c'est important de prendre en compte aussi chaque vécu de grossesse. Peut y en avoir des plus traumatisantes, peut y avoir des problématiques, à suivre. Voilà, évidemment, chaque cas est différent, mais je veux dire en soi, quand il y a pas tous ces problèmes-là, voilà, on peut bien reprendre en 3 mois et en 3 mois, reprendre, les entraînements en salle, pouvoir, se prétendre à faire des PR, à récupérer sa gym et cetera. Et donc comment tu reprends, le toi, c'est dans le e-book, tu as 4 phases pour Oui, l'entraînement. Est-ce que tu peux nous les expliquer? oui, oui. Alors moi, je propose une première phase d'activation. Ensuite, je propose une seconde phase, j'ai perdu le nom, j'ai un trou de mémoire. Intensification, non, je crois qu'il y en a, Restauration? rappel ah voilà, pardon. C'est fou, c'est moi qui l'ai écrit, j'ai oublié. Ouais, je l'ai sous les yeux, je triche un peu. Merci. Voilà, une première phase donc d'activation, seconde phase de restauration, intensification et performance. Donc tout ça, chaque étape, voilà, a un rôle bien particulier. La première phase d'activation, en fait, pour moi, elle correspond à justement réactiver ses masses musculaires, réactiver son système nerveux, refaire la connexion cerveau-muscle, redonner du sens et de la fonctionnalité à son plancher pelvien, à son diaphragme, à sa sangle abdominale. Donc, le caisson abdominal dans son intégralité et à 360 degrés. Pour moi, c'est indispensable puisque c'est quand même les bases. La base du mouvement, c'est quand même avoir un bon gainage, avoir un bon tronc, un bon corps, CORE, et une bonne stabilité à ce niveau-là. Et ça, c'est important. Donc voilà, ça consiste à redonner les bases de la pyramide de la motricité, en fait, la pyramide de la performance. Ensuite vient la phase de restauration où là, je propose d'augmenter un peu plus le volume d'entraînement, non pas encore vraiment l'intensité, mais plutôt le volume, plus de répétitions. On va verticaliser aussi le mouvement et donc travailler en charge sur le plancher pelvien, alors qu'en activation, on est plutôt en décharge du plancher pelvien, parce qu'il a quand même aussi besoin de se reposer. Donc, on va le travailler dans une position où il est pas trop surchargé, donc à l'horizontale. La phase de restauration, voilà, le but, c'est de régénérer ces tissus qui sont potentiellement endommagés ou au niveau de la sangle abdominale, elle a quand même été très distendue pendant la grossesse. Il faut resserrer tout ça et redonner du sens à la sangle abdominale puisque elle a acquis une nouvelle fonctionnalité pendant la grossesse qu'elle va perdre lors de l'accouchement. Donc, il faut redonner voilà, du sens et de la fonctionnalité encore à tout ça. Ensuite vient la phase d'intensification où là, justement, je réduis
le volume, mais j'augmente l'intensité, j'augmente les charges, je complexifie mes mouvements, j'augmente mon répertoire gestuel. Et là, il faut que mon travail puisse aussi se contextualiser. C'est-à-dire que si je suis euh, joueuse de basket, eh bien, je dois être capable de recontextualiser mon entraînement pour progressivement m'amener à jouer au match, m'amener à jouer sur un terrain, à courir, à sauter comme le demande la discipline sportive. Donc, je dois retravailler, recontextualiser le travail de mon plancher pelvien en fonction de ma discipline sportive. Et ça, c'est important parce que c'est souvent aussi une étape qui est manquée et c'est derrière ce qui provoque des fuites urinaires ou des problèmes d'incontinence ou autres, parce qu'en fait, il n'y a pas eu cette recontextualisation du travail du caisson abdominal et donc il n'était pas apte à fournir ce type d'effort-là. Donc c'est important de contextualiser et de ramener progressivement aux demandes, aux demandes et aux exigences de la discipline sportive. Donc si c'est le crossfit, où il y a beaucoup quand même de pliométrie, de charge, d'hyperextension, eh bien, je dois progressivement retravailler et réintroduire ces mouvements. Si j'y vais d'un coup, évidemment que mon corps n'a pas été préparé à vivre ça. Donc, si c'est brutal, ça risque d'être néfaste. Donc, on y va progressivement. Et ensuite vient la phase de performance, où dans cette phase-là, pour moi, je considère que la partie réathlétisation est terminée, que la personne, elle est apte à pouvoir reprendre l'entraînement comme, comme elle le faisait avant, reprendre les protocoles de force, d'hypertrophie, reprendre ses mouvements de gym, voilà, comme elle le faisait avant, sans problème. Donc derrière, c'est à elle, par la suite, de retrouver sa régularité d'entraînement pour retrouver euh, euh, son niveau sportif comme elle était avant. Il y a certaines femmes qui, au bout de ces 3 mois de prise en charge, en fait, tout dépend du niveau de chacun. Il y en a, elles auront besoin évidemment d'encore plus à la phase 3, de faire des protocoles de force max, comme je disais, pour vraiment retrouver ses charges initiales, etc. Mais au moins, je sais qu'à l'issue de ces 3 mois de prise en charge, si tu respectes cette stratégie-là, je sais que ton corps, il est apte à vivre ces efforts-là. Il est apte à la performance, en fait. Donc, Et c'est la ça phase le. 1, tu la démarres tout de suite après l'accouchement, enfin quelques semaines après, l'accouchement? Moi, je propose 2 semaines après l'accouchement. Au moins, la femme, elle a le temps aussi de se reposer, de profiter de son bébé, de laisser aussi le travail naturel se faire dans un premier temps. Par contre, je propose de faire des exercices de respiration, mais le mouvement, je le propose à 2 semaines. Je trouve que c'est cohérent. Ça, c'est cohérent. Est-ce que tu peux nous donner, quelques exercices de respiration que tu donnes à faire, aux femmes? Ah ben, ça peut être dans un premier temps un exercice de sensorialité parce qu'il faut bien ressentir, avant de proposer des exercices un peu plus compliqués de respiration, il faut bien prendre conscience de ce qu'il se passe dans son corps et comment ça doit se faire. Donc ça peut être, dans un premier temps, admettons, je suis à la maternité, je suis allongée sur le lit d'hôpital, je suis allongée, une main sur le ventre, une main sur le thorax, et je fais des inspirations nasales. Je vais prendre le temps, 3 à 4 secondes. Dans un premier temps, j'inspire en gonflant d'abord le caisson abdominal dans son amplitude complète, donc à 360 degrés. Ce n'est pas juste le ventre qui part en avant, non, c'est aussi sur les côtés et en arrière. Donc, je gonfle ce premier sas, qui est le caisson abdominal. Et ensuite, je gonfle le deuxième sas, c'est le caisson thoracique. Pareil, expansion à 360 degrés. Donc, le fait d'avoir les mains, ça me permet d'avoir, hop, je baisse un peu la caméra, ça me donne un peu de sensorialité. Je sens, ah oui, en effet, ma main, elle bouge, puis ensuite l'autre. Et c'est important d'avoir cette sensorialité pour prendre conscience de ce que l'on fait. Parce que certaines personnes, elles respirent, d'ailleurs, c'est automatique, mais elles ne respirent pas forcément de la bonne façon parce qu'elles n'en ont pas conscience. Donc, au moins, on redonne de la conscience et du sens à tout ça. Donc, j'inspire 3 à 4 secondes par le nez, puis j'expire sur le double de temps par la bouche, contrôlé, lent, en venant rétracter ces caissons-là. Pareil, à 360 degrés. Donc, il y a une expansion qui s'est faite à l'inspiration et derrière, il doit y avoir une rétraction qui doit se faire. Et au moins d'avoir les mains, je sens ce mouvement. La main sur le ventre se lève, puis sur le thorax, et ensuite ça s'abaisse et ça se rétracte. Et j'expire 6 à 8 secondes, et ainsi de suite. Voilà, c'est des premiers exercices à mettre en place, tout simples, mais qui font qui ont énormément de bénéfices sur la récupération, rien que sur la stimulation au niveau du caisson abdominal pour, euh, pour l'utérus, pour le brassage viscéral, pour le diaphragme,
pour la première stimulation aussi de la sangle abdominale postpartum. Voilà, c'est pas Ouais, grand-chose, puis mais au ça final, fait beaucoup de choses. on en revient à ressentir son corps, heu, Exactement. moi je me rappelle, alors ça a sûrement rien à voir avec, un accouchement, mais moi en fait j'ai subi 3 opérations viscérales. Donc en fait on m'a Ouais. ouvert, du thorax, jusqu'au bas du ventre Ah, et c'est du coup sympa. on a farfouillé là-dedans et après ça, je me rappelle les crampes horribles que j'avais et tout, bah, parce que fallait le temps que ça se remette en place comme tu as dit. Alors je sais pas si on peut l'assimiler à un accouchement, mais je comprends cette importance de respirer profondément et de Ouais. ressentir les choses parce que, enfin vraiment ça fait un bien fou quoi, c'est Ah bah oui, vraiment. mais lors de la respiration, le diaphragme qui vient fermer finalement le caisson thoracique, qui vient fermer ce caisson-là par, la portion basse des côtes, et bien quand tu vas inspirer, il va s'abaisser et à l'expiration, il va se lever. Donc le fait qu'il ait ce mouvement de haut et de bas, eh bien ça vient provoquer un massage naturel au niveau au niveau viscéral, au niveau du caisson abdominal et ce massage-là va se répercuter au niveau du plancher pelvien. Donc il faut voir ce mouvement-là un peu en chaîne et c'est hyper important d'avoir une bonne mobilité diaphragmatique pour toutes les conséquences que ça peut avoir derrière. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà en termes de posture, si un diaphragme il est verrouillé, ayant des attaches tendineuses au niveau du rachis lombaire, ben, si lui-même est verrouillé, le rachis sera verrouillé. Si mon rachis est verrouillé, derrière, c'est tout à fait normal que j'ai une posture peut-être un peu voûtée ici, ou à l'inverse bloquée sur un schéma d'extension, que mes épaules soient bloquées ici, que derrière mon plancher pelvien, il ait du mal à se régénérer parce que tout ça, ça travaille dans un ensemble. D'où l'intérêt d'avoir une vision globale du corps humain, une vision holistique et de ne pas isoler les structures les unes par rapport aux autres. Non, ça fonctionne comme un tout et doit être retravaillé comme un tout. Et ça, c'est important. Une fois qu'on en prend conscience, rien que la respiration, c'est ce que l'on fait peut-être le plus dans notre journée et évidemment, c'est vital. Je ne sais pas, on doit avoir euh, 20 000 respirations par jour, hein, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, on respire tout le temps, évidemment. Mais rendez-vous compte que si rien que ce schéma respiratoire-là n'est pas bon, les conséquences énormes que ça peut avoir. Les personnes qui sont stressées, déjà, on le sait, le diaphragme, il est totalement bloqué, verrouillé. Il n'y a aucune mobilité au niveau de la cage thoracique, voire même du rachis. Souvent, voilà, on retrouve ce même type de schéma-là. Alors que rien qu'en restaurant la respiration, la bonne mécanique respiratoire, on peut débloquer énormément de choses. Donc, évidemment que pendant la grossesse et le postpartum, ça doit être absolument retravaillé. Moi qui ne suis pas du tout quelqu'un fervente de la méditation, des temps de relaxation comme ça, j'arrive très bien à faire mes exercices de respiration parce que 5 minutes, ça suffit. Il n'y a pas besoin de le faire pendant 20 minutes. Si j'ai envie de le faire pendant 20 minutes, je le fais pendant 20 minutes. Mais en 5 minutes, je peux déjà faire beaucoup de travail. Par contre, je fais 5 minutes tous les jours, hein. Mmh. Mais voilà. De toute façon, il y a pas de secret. Quand on veut des résultats, il faut qu'il y ait du travail. Ça n'arrive pas en claquant des doigts. Ouais, la régularité quoi. Vaut mieux un Ben petit peu tout le temps régularité, que travail, beaucoup une seule fois. motivation. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a, Persévérance, des patience. bénéfices, par rapport au bébé de s'entraîner durant la grossesse? Ouais et alors, encore une fois, le sujet est assez controversé. Des fois, il y a en fait, il y a plein d'études qui vont montrer, par exemple, sur, le poids de la naissance, ça va avoir des effets bénéfices, d'autres qui vont montrer qu'il y a pas forcément de résultats significatifs. Par contre, en soi, ce qui est vraiment montré, c'est que, au niveau, du rythme et de la variabilité cardiaque, ça a énormément d'effets positifs sur le bébé. Parce que il faut savoir que le bébé n'a pas du tout le même rythme cardiaque que nous. Il va avoir une fréquence cardiaque beaucoup plus élevée que la nôtre, puis progressivement, elle va s'abaisser et surtout au niveau de la maturation du système nerveux central et ça, c'est important parce que le fait que nous, maman, on bouge, on offre à notre enfant, et c'est vraiment un cadeau qu'on peut lui faire finalement de bouger, énormément d'informations sensorielles, que ce soit du tactile, du vestibulaire, du proprioceptif. On nourrit son cerveau, nous-mêmes en bougeant, on va faire bouger notre bébé qui est dans notre ventre, qui est dans cette poche incompressif. Il est un peu en apesanteur dedans. Et on va lui donner du mouvement et du coup la possibilité de pouvoir prendre énormément d'informations sensorielles. Et le nerveau, le cerveau se nourrit de ces informations sensorielles-là. Donc, bouger, c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut faire à son bébé finalement parce qu'on l'aide à se développer neurologiquement.
Il faut savoir que la première chose qui se développe aussi intra-utérin dans le ventre donc de la femme enceinte chez le bébé, c'est son système vestibulaire, c'est l'oreille interne. Donc, plus il va avoir de mouvement dans le ventre, plus il va pouvoir développer son oreille interne. Et c'est ultra important. Donc, rien que pour ça, moi, je vous conseille vivement de bouger. C'est important. Et derrière, l'enfant, d'ailleurs, on le voit, notamment dans sa première année de vie, la base de sa motricité, elle est très sensorielle, elle est vachement tactile. Il est dans la découverte des mouvements de tête, donc développement de l'oreille interne, dans le proprioceptif, savoir où son corps se situe dans l'espace. Il a besoin aussi du tactile par rapport aux parents, au contact avec la mère. Donc, c'est pour ça aussi que le pot à pot est très important. Donc, il est très demandeur justement de ces stimulations sensorielles rien que dans les premières années de sa vie. Donc, on doit lui donner ça. Et enceinte, bouger, voilà, c'est la meilleure chose aussi qu'on puisse lui apporter par rapport à cette maturation du système nerveux central. Quand on est enceinte, on a alors, je pourrais personnellement ne pas, connaître ça parce que je ne suis pas une femme, mais OK. il y a beaucoup d'échanges hormonaux qui se passent. Comment, est-ce qu'on peut allier, l'aspect du coup physique et les aspects mentaux, heu, quand on est enceinte et qu'on doit s'entraîner? Des fois, ben, on n'a pas envie, mais on a envie quand même. Enfin, je sais pas comment, s toi tu vas pouvoir nous dire, Ouais. ce genre de Alors, au niveau hormonal, évidemment qu'il y a des adaptations pendant la grossesse, puisque le corps va devoir se préparer justement au développement de ce fœtus, au développement de cet utérus. Donc voilà, au niveau hormonal, il y a des choses qui vont se mettre en place et au niveau, psychologique, il va y avoir des changements aussi. J'ai perdu le fil conducteur de ma en effet, je suis une catastrophe. Comment on peut Heu combiner un peu l'aspect physique et l'aspect Ah oui, voilà, mentaux? pardon. Et donc l'aspect hormonal, c'est quand même, voilà, c'est des choses qui se mettent en place naturellement. On va pas pouvoir le contrôler au même titre que le mouvement physique en soi. Donc, on va devoir faire avec. Et chaque femme ne réagit pas de la même façon à la grossesse. Il y en a qui vont prendre peut-être 5 kilos, d'autres pas de poids, d'autres 20 kilos. Voilà, c'est très aléatoire. On ne réagit pas de toutes de la même façon par rapport à ces hormones-là. Par exemple, la relaxine qui va être sécrétée dès le début de grossesse, la relaxine qui a tout son intérêt, notamment pour la relaxation des tissus mous et des tissus les plus, on va dire, des ligaments les plus longs. Donc, notamment, ça va se faire au niveau de la sangle abdominale, puisque lorsque l'enfant va se développer, ben, évidemment que la sangle abdominale va devoir se développer en conséquence. Donc, elle a un effet ici. Ce n'est pas valable d'une femme à l'autre. Donc voilà, tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. Il n'y a pas de vérité sur ça. Il y en a, elles vont avoir un ventre qui va vachement se développer, d'autres beaucoup moins. Voilà, c'est la nature, c'est comme ça. On ne peut pas trop contrôler ces choses-là. Par contre, on peut contrôler son mode de portage, la façon de se tenir et de bouger enceinte. Et ça a tout un intérêt pour le bon déroulé de la grossesse et de l'accouchement et du retour postpartum. Je ne sais pas si je réponds bien à la question parce que Si, des si, fois, mais j'ai... OK, non, c'est mais bon. c'est en fait, finalement, tu Mais reviens à ce que tu disais au début, c'est vraiment s'adapter en fonction de ce oui, que voilà. notre corps, Voilà, nous fait. voilà, ce que nous voilà. Il y en a, elles vont, avoir énormément de rétention d'eau dans les jambes et ça va être, très gênant. D'autres, pas du tout. Heu, donc voilà, les hormones dans tous les cas, quoi qu'il se passe, il va se passer quelque chose d'un point de vue hormonal pour accueillir cet enfant et lui permettre d'avoir, l'environnement le plus favorable à son bon développement. Tout ça va se mettre en place. Donc nous, il va juste falloir faire avec. Donc c'est pour ça que, les adaptations pendant la grossesse, elles doivent être spécifiques à cet état gravide, à cet état de grossesse. C'est pour ça, il y a adaptation spécifique et adaptation classique. On va dire adaptation classique, c'est je vois mon entraînement, je fais mes adaptations. Bon, voilà ce que je disais, ça marche un temps, mais c'est pas spécifique. On peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus de choses. D'un point de vue psychologique aussi, il se passe pas mal de chamboulements parce qu'il faut savoir que c'est quand même particulier de porter la vie en soi. On se dit, ok, c'est quand même une responsabilité pas des moindres. Euh, je porte la vie, c'est de ma responsabilité que cet enfant grandisse dans de bonnes conditions et naisse dans de bonnes conditions. C'est moi qui vais lui apporter tout ça, donc je dois bien faire les choses. Donc d'un point de vue charge mentale, déjà, ça commence à être pas mal. Et,
Et après, il y a aussi, moi ça m'a marqué, c'est aussi ce changement physique, même si on sait que l'on est enceinte, se voir quand même grossir, c'est dur. C'est quand même pas évident. Voilà, c'est pour ça que j'insiste bien, même si on sait qu'on est enceinte, c'est dur à accepter. Oui, ben oui, je sais que je suis enceinte, mais non, j'accepte pas de me voir, avec de la cellulite ou la peau qui pend alors qu'elle a jamais pendu. Enfin non, ça reste difficile. Oui, il faut l'accepter, mais il faut aussi comprendre que la femme enceinte, elle a le droit de ressentir ce sentiment-là de, de de mal-être aussi. Il y a peut-être un mal-être physique, surtout quand on a l'habitude de se voir, musclée, tonique, performante. Eh bien, enceinte, on sait qu'on va un peu mettre, ça de côté pour le moment. Il faut l'accepter, mais il faut aussi le comprendre que c'est pas facile et c'est pas parce qu'on est enfin voilà, moi, ça m'a fait le coup à chaque fois et ça me refera le coup à chaque fois, je pense. Voilà et et même aussi se voir s'accepter régresser aussi parce que pendant la grossesse, c'est pas le moment où on se voit performer. Il faut plutôt l'orienter sur une régression. C'est pour ça que c'est assez particulier. C'est que d'habitude, on fait plutôt des programmations pour performer et progresser, alors que là, c'est une programmation pour apprendre à régresser de façon maîtrisée, de façon spécifique à la grossesse. Et ça, c'est pas forcément évident de se dire, mais moi, j'ai peur de perdre mes muscle-up, j'ai peur de perdre mes charges au bas. Oui, tu vas les perdre pendant un certain temps pour mieux les retrouver derrière parce que tu vas avoir préparé ton corps justement à ta reprise sportive pour que tu puisses reprendre ces mouvements-là comme avant, comme il faut, voire même tu vas encore plus performer parce que tu auras jamais autant bossé ton gainage que ça. Ouais, c'est Donc, clair. Et comment tu fais, enfin, ou est-ce que tu aurais des conseils du coup, aux personnes pour se prémunir un peu des critiques ou de toutes les mythes un peu que les personnes extérieures viendraient un peu balancer à la tête, de la femme enceinte? alors, il y a un doigt qui existe, ça s'appelle le mâcheur. Non, non, mais après, comment dire? On est quand même dans une société de jugement, donc on peut pas empêcher personne de juger. La personne, elle est trop maigre, elle se fait juger, trop musclée, elle se fait juger, trop grosse, elle se fait juger, trop petite, trop grande, voilà. On est malheureusement dans cette société-là où la tolérance est très limitée et on ne pourra pas empêcher les personnes de te critiquer, de te juger. Mais il faut que toi, tu sois en raccord avec toi-même. Si pour toi, tu sais que c'est bon ce que tu fais, que c'est bien et que tu te sens bien, eh bien, ces personnes néfastes ne vont pas t'atteindre parce que toi, tu es en raccord avec toi-même. En fait, c'est ça aussi, c'est un peu se recentrer avec soi-même, ce que l'on veut, ce que l'on peut faire. Mais après, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Soit c'est voilà, si la personne, lui dire: «Bah, tu qui?» je sais pas, tu qui toi pour dire ça? Tu es qui? Non, mais en vrai, c'est ça, la personne en soi, elle n'est pas nous, donc elle n'est pas du tout apte à avoir un jugement sur ce que l'on fait nous, parce qu'elle ne nous connaît pas. Elle ne sait pas ce qui se passe dans notre corps, elle ne connaît pas notre passé sportif. C'est comme, je me revois à une prise de sang enceinte, la femme, elle voit que je suis tonique et elle me dit: «Ah mais, j'espère que vous avez arrêté le sport». Ben, enfin non, pourquoi j'aurais arrêté le sport, Google? Pardon. Mais donc on ne peut pas éviter ces personnes-là. D'un côté, elles veulent de la bienveillance parce qu'elles veulent qu'on fasse les choses bien, mais d'un côté, elles apportent un message qui n'est pas bienveillant parce que ce n'est pas un message, qui est bon. Parce qu'en soi, nous ne sommes l'être humain est fait pour bouger. L'être humain qui ne bouge pas, c'est compliqué encore une fois pour sa survie, hein. Si on nous met, en conditions, délicates, voilà, en conditions sauvages, on va dire, si nous sommes immobiles, c'est compliqué pour notre survie. Donc même si nous sommes enceintes, on doit bouger et justement, ce n'est pas un bon message que d'inciter à l'inactivité, pas du tout, c'est néfaste. Donc soit vous n'écoutez pas ces personnes-là, soit vous levez votre doigt, soit vous les fuyez ou alors vous allez dans le dialogue. C'est bien, hein, ça peut être bien d'aller dans le dialogue pour essayer de leur faire prendre conscience qu'elles ont tort et que c'est un mauvais message et qu'il faut un peu, plutôt que d'émettre un avis dont on n'a pas ni les tenants ni les aboutissants, beh, plutôt d'aller creuser le sujet, de savoir de quoi on parle avant de proposer, son avis, tout simplement. J'aimerais qu'on parle un petit peu de nutrition maintenant. Ouais. Déjà pour toi, c'est quoi bien manger? Alors moi, je ne mange pas très bien à la base. J'ai un petit penchant pour le fromage et le pain. Je suis une bonne Bah, après on française. peut manger du Mais fromage et bien manger, hein. Bien manger, ça ouais, non, peut mais être, carrément.
Non, mais pour moi, bien manger en soi, c'est d'avoir les bons, nutriments dont le corps a besoin. Donc oui, en soi, c'est pas comme tu dis, c'est pas parce que tu vas manger du fromage que tu lui apportes des mauvaises choses, pas du tout. Mais parce qu'à côté, tu lui apportes aussi ce dont il a besoin, donc en micro et macronutriments, en protéines, vitamines, minéraux, lipides et glucides. Voilà, tout ça doit être donné en bonne quantité. Quand on est sportif, pareil, la les quantités et les besoins sont différents. Enceinte, c'est aussi un peu différent parce qu'il y a aussi, hem, la demande, maternelle, les, au profit du bébé aussi. Donc voilà, pour moi, bien manger, c'est répondre, valider ces différentes cases et avoir les bonnes quantités, dont mon corps a besoin sur ces plans-là, micro, macronutriments. Est-ce que du coup enceinte, on doit augmenter ses calories, par rapport au bébé? Alors, je pense que déjà de base, on a tendance à un peu trop manger, donc si on réaugmente, c'est pas bon. Non, ça en fait, ça encore une fois, ça dépend de qui il s'agit parce que comme c'est vrai ce que je dis en soi, c'est que, même moi, je sais que je mange un peu trop, donc si tu me demandes, je suis enceinte, tu me dis, de réaugmenter mes calories, c'est trop. Alors qu'en soi, je lui donne suffisamment ce qu'il faut. C'est et puis l'enfant n'a pas une demande non plus énorme. On peut lui apporter déjà ce qu'il faut, donc on n'a pas besoin d'avoir une augmentation considérable. Ça, c'est pas vrai de dire: «Tu es enceinte, tu dois manger plus». Non, pas du tout. On a quand même pas mal de réserves, on a tout ce qu'il faut. Donc évidemment, il y a peut-être un peaufinage à faire pour être bien. Mais je veux dire, quand on est admettons, si je ne consulte pas quelqu'un ou quoi, le corps, il faut l'écouter encore une fois, donc heu, je voilà, il y a pas besoin de faire des fringales et de se vautrer sur et manger l'assiette de son conjoint. C'est pas vrai, j'ai pas besoin de manger autant. Voilà, je mange comme à mon habitude. Si vraiment j'ai très faim, ben je mange un peu plus. Enfin voilà, mais voilà, il y a pas, je veux dire, il y a pas des choses très restrictives à mettre en place. Ça va dépendre de chaque femme, de son activité physique et sportive, de ses besoins. Peut-être que cette personne-là, elle aura heu des carences que d'autres n'auront pas, notamment des carences en fer qui se retrouvent souvent chez la femme enceinte. Donc heu donc voilà, si vous avez des doutes sur ça, évidemment, il faut consulter, un professionnel de la nutrition pour être sûr de bien faire les bonnes choses. Après moi, ce que j'ai fait, je me suis pas trop posé de questions par rapport à ça. Par contre, ce que j'ai pris à chaque fois, c'est, ce que je te parlais, tout simplement les compléments alimentaires, des bons cocktails, un peu de tout pendant la grossesse pour éviter tout ce qui est carence, justement. Donc Qu'est-ce ça, que tu c'est des conseilles, choses comme complément alimentaire, pour les femmes bah, enceintes qui continuent à s'entraîner? les compléments multivitaminés que l'on trouve, spécifiques à la femme enceinte, il y en a plusieurs en pharmacie, donc voilà, ça c'est très bien. Puis si on est sportive, autant prendre ceux qui sont plus riches, plus dosés, on va dire, pour répondre à la demande de l'activité physique et sportive. Par contre, le seul point où là, il faut faire attention, c'est vraiment l'hydratation. Il faut bien, bien s'hydrater. De base, on doit bien s'hydrater. Pendant le sport, enfin, en tant que sportif, on doit le faire encore plus et enceinte, encore plus. Donc, vraiment, l'hydratation, ça, on n'y déroge pas du tout, c'est très important. Finalement, quels conseils tu donnerais, aux mamans, qui, pourraient envisager de continuer à s'entraîner durant la grossesse? Est-ce qu'il y a une chose ou 2 que tu dois partager? Ce serait quoi? Alors, ben oui, continuez évidemment, bougez. N'oubliez pas que c'est quand même vous qui portez l'enfant, donc si vous-même, vous n'êtes pas, on va dire épanoui dans ce que vous faites, ben ce n'est pas bon ni pour vous ni pour l'enfant. Donc si pour vous, courir, ça vous fait du bien, ben courez. Peut-être au bout d'un moment, ça va vous gêner, donc là, vous allez faire des adaptations, peut-être plus de vélo ou autre, voilà. Donc n'ayez pas peur par rapport à tout ce que l'on peut entendre sur les fausses couches. C'est vrai qu'en soi, au premier trimestre, c'est là où il y a le plus de fausses couches, mais ce n'est pas du tout en rapport avec l'activité physique et sportive, c'est en rapport entre guillemets, enfin non, c'est pas entre guillemets, c'est en rapport avec la viabilité de cet embryon-là. S'il n'est pas viable, la nature fait les choses et vient l'expulser. C'est pour ça que ça se fait dans ces 3 premiers mois et pas plus tard. Donc d'où le fait qu'il y ait, plus de fausses couches dans les 3 premiers mois qu'autre part. Mais c'est pas parce que ne culpabilise pas parce que tu vas faire des sauts à la corde ou parce que tu as fait une randonnée, que tu t'es essoufflé, que tu mets en péril ton bébé. Non, pas du tout, du tout, du tout. Donc continue de bouger, fais ce qui te fait du bien, fais-toi plaisir
puisque c'est important, on ne doit pas s'oublier en tant que femme, en tant que future maman. Et par contre, écoutez-vous. On écoute les signaux de son corps. Si on n'est pas sûr de soi, on se fait accompagner par des personnes compétentes. Moi, je tiens à cœur justement à, à, à faire évoluer un peu ce côté-là parce que je sais que ce soit au CREPS ou donc dans les formations sportives CREPS-STAPS, c'est des domaines qui ne sont pas enseignés. Donc, j'ai développé mes propres formations par rapport au ça pour former justement les coachs ou même enfin, en soi les professionnels de santé sur l'entraînement pré et postpartum. Donc, vous pouvez vous diriger sur des personnes qui sont qualifiées pour ça. Voilà, moi, j'ai mes formations, mais il en existe évidemment d'autres, hein. Je ne suis pas la seule au monde à faire ça, soyons honnêtes. Mais voilà, donc soit vous êtes apte à vous gérer vous-même parce que vous connaissez, vous avez peut-être les compétences pour, ou alors vous avez des doutes. Et quand on a des doutes, le doute n'est jamais bon. Eh bien, je me laisse guider et je me fais accompagner, tout simplement. Super. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. C'est quoi pour toi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori? Ouf, Ça peut aussi être, un plat. ah là là, beaucoup de choses. Moi, j'adore le chocolat. Au point que ma fille aussi, et c'est un peu la guerre du chocolat à la maison. Je dois cacher ma petite tablette de chocolat. Ouais, après Une dans les préférence pommes, en pourcentage de cacao ou pas 60 forcément? maintenant je suis une adulte, je suis aux 70. Avant, j'étais plutôt sur le Kinder, moi j'adore toujours les Kinder, hein, Kinder, Maxi de préférence évidemment. Mais voilà, je passe aux 70 chocolat, un peu de fleur de sel, c'est pas mal. Mais après moi j'aime tellement manger, c'est grave, hein. Ouais. J'adore bien manger. C'est pour ça que c'est mon mari qui fait la cuisine à la maison. Parce que je mets les pieds sous la table, je peux me régaler. Alors que si je fais à manger moi, je sais que c'est pas bon et en plus je me régale pas derrière. Chacun son boulot. Tu as trouvé le bon mari alors. J'ai trouvé le bon mari, voilà. Moi, je débarrasse la table, je fais la vaisselle après et lui, il s'occupe de faire à manger. Ah, c'est bien, c'est des bons compromis en tout cas. Ah ben, il faut, attends, chacun son job, hein, chacun sa part du travail quand même. Équitabilité. Si on veut un petit peu plus, de Virginie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, virginie.pouzet, Pouzet. Et là, vous allez retrouver mon compte, professionnel où je poste énormément d'informations sur, comment s'entraîner enceinte, d'un point de vue aussi de la posture, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, je propose des exercices, de gainage, de respiration. Voilà, il y a aussi le lien de mon e-book, le lien de mon e-book et les informations sur mes, formations, voilà, dans ma bio Instagram et voilà. Vous pouvez me retrouver ici. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode en Ouais, tout cas. super. Bah, écoute Virginie, je te remercie beaucoup pour ton temps Ouais, avec plaisir, Mehdi, c'était top. et puis, bah, je te dis, peut-être, à une prochaine. Yes, carrément. À une prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée, tout Salut! le monde. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt! Maintenant, tu le sais.